en fait, on pourra répondre aux questions, puis si ça répond vraiment à un besoin pour vous, on fera une autre session après l'été, recherche partie 2, parce qu'il y a beaucoup de matériel à couvrir. Donc, je vais juste vous parler un petit peu de la manière dont on se dirige, nous, dans le traitement du tumeur cérébrale, puis je vais vous parler des dernières innovations, si vous voulez, dans le traitement de la neuro-oncologie. Donc, si on veut être honnête, les dernières avancées sont un peu résumées sur cette diapo-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de changements officiellement dans le traitement des tumeurs cérébrales, si ce n'est que pour ces 3 items-là. Puis moi, je vais vous montrer où on va aller plus loin que ça, quels vont être les prochains changements. Donc, le premier changement qui est arrivé dans notre vie à nous autres, puis dans votre vie à vous autres, c'est ce qu'on appelle le protocole Stupp. Plusieurs d'entre vous savez à quoi on fait référence. C'est ce fameux traitement-là où, pour les tumeurs cérébrales, on donne une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie à base de thé modal par la bouche. Ça, je vous dirais, cette avancée-là vient d'une étude européenne qui a été publiée en 2006, qui a vraiment changé un petit peu le traitement des tumeurs cérébrales parce qu'à l'époque, on ne combinait pas la radio et la chimiothérapie. C'était la première étude qui montrait qu'en combinant les deux, les résultats étaient meilleurs qu'en donnant de la radiothérapie seule. Ensuite de ça, l'autre chose qui est arrivée dans nos vies, c'est ce type de molécules-là. J'ai marqué les molécules alternatives, j'ai mis en parenthèse l'Avastin. Pourquoi l'Avastin? Parce que c'est celle pour laquelle vous êtes le plus susceptible d'être mobilisé. L'Avastin, c'est un médicament qui est, à l'heure actuelle, toujours considéré comme expérimental dans le traitement des tumeurs cérébrales, qui n'est pas couvert par le gouvernement. Donc, c'est un médicament qui n'est pas remboursé, qui coûte une fortune. Juste pour vous donner une idée, ce médicament-là, il coûte l'équivalent de... Il est donné aux 2 semaines, puis chaque dose coûte entre 6 à 8 000 en 2 semaines. Puis il n'est pas remboursé, je vous dirais, c'est pas pour une mauvaise raison. Souvent, on va dire, le gouvernement, il coupe, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas remboursé pour une raison qui n'est pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire que les résultats obtenus à long terme avec l'Avastin sur une population de patients avec des tumeurs cérébrales ne sont pas si clairs que ça. On sait que c'est un médicament qui est extrêmement utile pour certains patients individuellement, mais globalement, ce n'est pas si clair que c'est utile que ça. Et juste pour vous donner une idée, au Canada, il y a juste 3 provinces qui le remboursent. Donc, 7 provinces sur 10 ne le remboursent pas. Aux États-Unis, il est approuvé, mais en Europe, il n'est toujours pas approuvé. Le seul endroit où il peut être donné en Europe, c'est en Suisse. Donc ça, c'est l'Avastin, mais l'Avastin, c'est juste un prototype. C'est un premier médicament, une première molécule qui joue un rôle qui n'est pas celui de la chimiothérapie, c'est-à-dire que lui, il va s'attaquer vraiment plus à la biologie de la cellule tumorale. Il ne va pas s'attaquer aux autres cellules dans l'ensemble de l'organisme. Puis copier sur cette molécule-là, il y en a tout plein d'autres qui sont à l'étude et qui s'en viennent. Finalement, la troisième chose qui a changé un petit peu nos vies, c'est l'impact de l'étendue de la résection, c'est-à-dire qu'on a été capable de démontrer dans les derniers 10 ans que oui, c'était important d'opérer les patients quand on pouvait, puis oui, c'était important de pousser pour enlever le plus de tumeurs possible, alors que jusqu'à maintenant, ce n'était pas clairement démontré. Bon. Mais nous, on va regarder ce qui s'en vient dans le futur, puis on va toucher aujourd'hui seulement à 2 secteurs, il y en a tout plein, là, mais on va s'intéresser à d'abord la cible, okay, la compréhension des mécanismes. Bon, là, il y a un terme scientifique de genèse gliale néoplasique. On peut remplacer ça facilement par la compréhension des mécanismes qui permettent l'émergence d'une tumeur cérébrale. Okay? Puis 2, l'acheminement des molécules au-delà de la barrière hémato-encéphalique. Ça, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, nous, on va discuter des avancées dans ces 2 champs-là. Le travail que je présente ici ce soir, c'est moi qui parle, mais il faut comprendre que c'est un travail d'équipe. Il y a tout plein de monde derrière ça. Je vais vous parler surtout des travaux qu'on fait dans notre laboratoire, puis en collaboration avec des gens qui travaillent à l'extérieur, un peu partout dans le monde. Mais vous voyez des faces ici, bon, ceux qui connaissent Dr Mathieu qui est là. Et tous ces gens-là, ce sont des PhD, c'est des gens qui travaillent dans le laboratoire. Eux autres, ils ne voient pas directement le patient. Certains d'entre vous avaient peut-être croisé Marie-Belle, qui travaille dans mon laboratoire, qui vient recueillir les échantillons de tumeurs quand on fait des opérations en salle d'opération. Puis c'est à partir de ces échantillons-là qu'on fait bien des travaux qui vont être discutés ici. Donc, atteindre la cible. Je ne sais pas pourquoi je commence avec ça, mais je veux juste vous dire, là, j'avais 3 vidéos. Les vidéos ne marchent pas sur l'ordinateur.
Fait que, oubliez ça pour l'instant, mais vous savez que ici à Sherbrooke, on fait un traitement qu'on appelle l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, qui est un traitement un peu exclusif. En fait, je le passe dans cette présentation-là parce que je ne veux pas passer de temps là-dessus. Je veux vous parler de ce qui est nouveau, qui s'en vient. Mais ce traitement-là, c'est un traitement qui consiste à mettre un cathéter au niveau des artères, puis aller au niveau des vaisseaux sanguins qui irriguent la tumeur cérébrale, donner un médicament qui va ouvrir la paroi des vaisseaux sanguins, puis donner la chimiothérapie par la suite au niveau de la tumeur. Pour comprendre la raison pour laquelle on fait ça, il faut comprendre qu'au niveau des tumeurs cérébrales, il y a ce qu'on appelle une barrière. Okay? En fait, tout le monde, au niveau de votre cerveau, vous avez une barrière, qui est un genre de système de filtration qui fait que la majorité des molécules, y compris les médicaments, ne vont pas traverser aisément cette barrière-là. C'est la raison pour laquelle le nombre de médicaments dont on dispose dans le traitement des tumeurs cérébrales est très, très limité, parce que la majorité des médicaments qu'on donne ne traversent pas cette barrière. Donc, l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, ce fameux traitement-là qu'on fait ici au CHU, qui consiste à mettre un cathéter, il y a des pionniers qui ont eu ce traitement-là ici dans la salle, qui consiste à mettre ce cathéter-là puis donner un médicament après avoir ouvert la barrière hémato-encéphalique, bien ça, c'est une des manières qu'on a pour contourner la barrière. Il y a d'autres manières, puis je vais vous parler des autres manières qui sont en développement dans mon laboratoire puis qui commencent lentement à faire leur chemin vers la clinique. Une de ces manières-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des liposomes, une formulation liposomale. C'est quoi ça, un liposome? Un liposome, là, c'est le petit glomérule que vous voyez ici, qui est en fait une sphère de lipides, une sphère de gras, finalement. Donc, un liposome, c'est un transporteur qui est polyvalent. La beauté de l'affaire, c'est que le liposome, c'est comme un char. On peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est juste le véhicule. On peut prendre n'importe quel médicament puis l'enchasser dans notre liposome. On dit que c'est un transporteur polyvalent qui est biocompatible. Ça veut dire qu'on peut donner ça dans un organisme vivant sans causer de toxicité. C'est non toxique. C'est biodégradable. Donc, ce sphérules-là, ce glomérule-là, vous voyez, quand il va avoir atteint sa cible, puis qu'il va être emprisonné là, il va se désagréger, puis il va libérer son contenu. Puis, il protège leur contenu des voies de dégradation. C'est-à-dire que dans l'organisme, quand on donne un médicament, il y a toutes sortes d'enzymes, il y a toutes sortes de mécanismes qui travaillent pour essayer d'enrayer ce médicament-là. Mais si le médicament est caché dans cette sphérules-là, l'organisme ne pourra pas le dégrader avant que le médicament ait atteint sa cible. Donc, les tumeurs cérébrales malignes sont derrière la barrière hémato-encéphalique, ce fameux système de filtration-là qu'on parlait au niveau du cerveau. Et donc, les médicaments ont de la difficulté à atteindre les cellules de la tumeur cérébrale. Alors, en enchassant nos médicaments dans un sphérule comme ça, un liposome, le liposome a la propriété de franchir la barrière hémato-encéphalique puis de rester pris derrière. Donc, ils s'accumulent au niveau des tumeurs cérébrales, puis lentement, ils vont libérer leur contenu au niveau des cellules tumorales. Donc, nos fameux liposomes, ça c'est un schéma. Ça c'est pour vous montrer leur taille, 100 nanomètres, hein, c'est-à-dire 1/10 de millimètre. Ces liposomes-là, vus au microscope, vous voyez de quoi ils ont l'air ici. On favorise un diamètre de 100 nanomètres parce qu'on a découvert dans notre labo que c'était cette grandeur-là qui était optimale pour traverser la barrière et pour mettre le plus de médicaments possible dedans. Ça, c'est des vraies photos de cellules. Vous voyez des cellules tumorales. Puis nous, ce qu'on a fait, on a couvert d'abord nos liposomes d'un fluorophore. C'est quoi ça, un fluorophore? C'est une molécule qui va réagir lorsqu'elle est excitée à certaines longueurs d'onde, puis qui va devenir phosphorescente. Dans ce cas-ci, au vert. Vous voyez l'effet ici au vert. Puis à l'intérieur de nos liposomes, on a mis du PI qui, lui, va réagir au rouge. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est que nos liposomes, ils sont attrapés par les cellules tumorales, sont dégradés, puis les molécules rouges qui sont ici vont se retrouver à l'intérieur de la cellule, dans le noyau, après en moyenne 6 à 12 heures. Donc ça, c'est au microscope électronique où vous voyez en vert les débris de la membrane du liposome, puis en rouge, le contenu du liposome qui se ramasse dans le noyau de la cellule, là où on veut qu'il soit. Puis ça, c'est juste pour vous montrer que, évidemment, en recherche, ça c'est le point important, la recherche, c'est que ça demande beaucoup d'essais. Hein, ce projet-là, juste pour vous donner une idée, avant de l'amener en maturation, ça a pris 6 ans. Okay?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé tout plein de formulations de liposomes, tout plein de grosseurs, différentes compositions de la membrane du liposome. Finalement, on a trouvé, on a fait plusieurs formules, la formule B, C, D, E, F, G, H. Puis vous voyez que notre formule B, ici, c'est vraiment notre formule championne. Elle accumule très rapidement les liposomes. Donc, après 2 heures, la majorité des liposomes sont à l'intérieur de la cellule. Puis, comme je vous disais, après 6 à 12 heures, ces liposomes-là vont libérer leur contenu. Ça, c'est une petite diapositive pour vous expliquer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'histoire de la barrière hémato-encéphalique, qui prévient le passage de plusieurs molécules au cerveau. Cette barrière-là, il faut comprendre qu'elle est au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau. Juste une petite question comme ça, là. Vous pensez que vous avez pour combien de kilomètres de vaisseaux sanguins dans vos têtes? Un guess? 2000. 2000 kilomètres? Boy. OK, c'est rare qu'on va aussi haut que ça. C'est trop un petit peu. 500. C'est 650 km. Pouvez-vous imaginer ça, 650 km de vaisseaux sanguins dans vos têtes? Comment c'est possible? Parce que tout le monde, quand on leur dit ça, ils disent, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est tout à fait possible parce que vous avez 100 milliards de neurones dans votre cerveau. 100 milliards. Chacun de ces neurones-là a son capillaire cérébral. C'est-à-dire que chacun de ces neurones-là a son petit vaisseau sanguin. Imaginez-vous le nombre de vaisseaux sanguins que ça fait. Dans votre corps, en tout temps, votre cœur pompe du sang. Votre cœur pompe 25% de tout le sang de votre corps à votre cerveau. Mais votre cerveau pèse moins que 5% de votre poids corporel. Votre cerveau, c'est de loin l'organe le plus énergivore. C'est celui qui consomme le plus d'énergie. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, les neurones, les 100 milliards de neurones qui doivent générer des courants électriques, ça demande beaucoup d'énergie. Deuxièmement, la barrière hémato-encéphalique. Chacun de ces vaisseaux sanguins-là, chacun de ces 650 km de vaisseaux sanguins-là doit générer énormément d'énergie pour garder son étanchéité. Donc, la barrière hémato-encéphalique, c'est un mécanisme extrêmement puissant qui travaille fort pour garder pas juste les médicaments, mais toutes les toxines en dehors de votre cerveau. Sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. 98% des médicaments ne traversent pas la barrière. Quand vous prenez une Tylenol, la Tylenol, elle ne rentre pas dans le cerveau, pas par la barrière, elle rentre par certains transporteurs, elle finit par rentrer ailleurs, mais elle ne rentre pas via les vaisseaux sanguins. Quand vous prenez il y a quelques médicaments, évidemment, qui traversent le cerveau, comme les médicaments antipsychiatriques et les médicaments anticonvulsivants. Certains médicaments qu'on donne pour lutter contre l'anxiété, les anxiolytiques, mais la majorité des médicaments ne traversent pas la barrière. C'est que la barrière, si vous essayez de la figurer, là, vous imaginez un peu ce que c'est. Imaginez-vous un vaisseau sanguin, ici, en coupe transverse. C'est-à-dire qu'on a le tuyau qui est comme ça, là, puis nous, on le coupe, cloup, sur le large, puis on le regarde de face. Ici, c'est le sang à l'intérieur du vaisseau sanguin, puis ça, c'est la paroi des cellules qui forment la paroi du vaisseau sanguin. Puis vous voyez que ces cellules-là, ils sont attachées serrées ici, par des petites lignes noires qu'on appelle des jonctions serrées. Ça, ce sont des protéines qui vont attacher les cellules de la paroi du vaisseau sanguin. Autour de ça, c'est bien fait, vient s'insérer les projections des neurones. Ça veut dire que les neurones ils ont un contrôle sur l'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique. Fait qu'imaginez-vous un médicament en jaune ici qu'on donne. Ce médicament-là, il reste dans le compartiment intravasculaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de rentrer dans le cerveau. Là, cette fois-ci, on va prendre le même médicament, on va le mettre dans nos liposomes. Oups, la petite animation n'a pas marché. Il faut vraiment que je revienne avec ça, on en dit la prochaine fois. Mais bon, les liposomes, eux, vont avoir la capacité de traverser la paroi de je reviens ici, là. Les liposomes vont avoir la capacité de traverser la paroi du vaisseau sanguin des 2 côtés pour se ramasser pris dans le cerveau ici. Donc, les liposomes vont permettre de contourner la barrière hémato-encéphalique. On peut prendre n'importe quel médicament. Okay? Dans ce cas-ci, vous voyez les médicaments qui sont en jaune, mais imaginez-vous qu'on trouve un médicament de chimiothérapie qui fonctionne super bien, sauf que ce médicament-là, il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. On va le mettre dans nos liposomes, tout simplement. Puis après ça, on va donner nos liposomes par voie intra-artérielle. Ces liposomes-là vont tout à fait réussir à traverser la barrière et se ramasser au niveau de la tumeur. Donc, la beauté de l'affaire, c'est que, on contourne la barrière. Deuxièmement, pour une raison qu'on ne comprend pas très bien,
ces liposomes-là ont tendance à s'accumuler spécifiquement au sein des tumeurs, des cellules tumorales. On ne sait pas trop pourquoi, mais les cellules tumorales vont aller recueillir les liposomes puis les accumuler en masse. On dirait que les cellules tumorales qui travaillent toujours vont avoir tendance à aller chercher des substances qui leur semblent, des substances qui leur semblent utiles, potentiellement utiles. Or, voyez-vous, la paroi des liposomes, qui est constituée essentiellement par des corps gras, c'est très utile pour la cellule qui essaie de refaire constamment sa membrane. Donc, elle va dégrader le liposome puis utiliser ces gras-là pour refaire sa membrane, pendant que les médicaments qui étaient à l'intérieur du liposome vont rester plus. Donc, cibler spécifiquement les cellules cancéreuses, ça c'est la même animation, c'est que finalement, on a des liposomes qui nous permettent d'enchasser n'importe quel médicament, de les protéger des différentes molécules à l'intérieur du corps qui peuvent dégrader les médicaments, s'organiser pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, la beauté de l'affaire, c'est qu'on a déjà testé dans le modèle animal, dans le rat, plusieurs formulations liposomales qui sont maintenant commercialement disponibles. Okay, je vous donne les noms, ce n'est pas tellement important de retenir les noms, l'hypoplatin, l'hypoxal. Ces deux formules-là nous permettent d'éliminer une toxicité que ces médicaments-là, comme le cisplatin, auraient si on les donnait de manière libre dans l'organisme, une toxicité au niveau des reins. Quand ils sont dans les liposomes, il n'y en a pas de toxicité au niveau des reins. Donc, voyez-vous, le liposome, en plus de traverser la barrière, s'accumuler spécifiquement dans les cellules tumorales, il diminue la toxicité des différents composés. Là, rapidement, je vous montre en séquence une série de papiers. On parle de recherche. Il faut comprendre que tout ce qu'on fait, nous autres, il faut le tester d'abord et avant tout, avant de débarquer chez les êtres humains. Il faut le tester chez les animaux. On n'a pas le choix. Hein? On ne peut pas contourner ça. Puis nous, on travaille dans des modèles de rats. C'est avec des rats qu'on travaille. Donc, à nos petits rats, on leur implante des tumeurs cérébrales. Puis là, on utilise, vous voyez ici, le gamma knife pour leur donner de la radiothérapie, pour simuler les traitements de radiothérapie. Puis on a inventé, ça c'est une de nos publications, on a inventé un cadre spécifiquement adapté pour aller dans le gamma knife pour donner de la radiothérapie à nos petits rats. Puis on peut les traiter, leur donner nos formulations liposomales. Ouais, là j'ai bien peur qu'il n'y ait aucune des animations qui vont marcher. Non, je pense que je vais revenir au PDF. C'est voir les mêmes images. Ouais, mais moi je vais avoir les images, là, tu vois, j'ai absolument rien. Il n'y avait pas plus. Ah non? Il y avait ça. Ça, je t'avais écrit, je te disais que tu des animations. OK. Bon, ben regardez, je vais juste vous montrer rapidement ici, là. Voyez-vous de quoi ça a l'air à nos petits animaux à qui on a implanté une tumeur? Ben, vous voyez le petit rat qui est là. Là, il est dans un cadre stéréotaxique. Le même principe que les patients à qui on va faire des biopsies stéréotaxiques, c'est-à-dire des biopsies où il faut mettre un cadre autour de la tête. Vous voyez que le petit animal est dans un cadre, il a les yeux ouverts, mais faites-vous-en pas, il est sous anesthésie. Hein? Ils n'ont pas de paupières, ces petits animaux-là, fait qu'on voit toujours les yeux. Et vous voyez de quoi ça a l'air un animal avec une tumeur cérébrale. Vous voyez la tumeur en blanc ici. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un traitement de chimio avec nos formulations liposomales et les différents médicaments qu'on veut tester. Puis le lendemain, on leur donne un traitement de gamma knife. Après ça, on les suit. Et là, malheureusement, il n'y a aucune des animations qui fonctionne. Mais voyez-vous, on montre, on les suit. Puis quand nos animaux développent des tumeurs qui sont trop grandes, bien là, on les sacrifie, on prélève les tumeurs, puis on étudie vraiment le type de réponse qu'on a eu. Puis voyez-vous, avec cette combinaison-là ici, qui est le carboplatin, puis le carboplatin et gamma knife, on a nos meilleures réponses et de loin. Fait ça nous donne une idée de comment on va se diriger par la suite en clinique. Donc, on fait des expérimentations animales comme ça pour démontrer que par la suite, on peut s'en aller en clinique, puis designer des études comme celle-ci. C'est une étude qui va commencer en 2014. Ça va être une grosse étude. C'est une étude qu'on va faire en collaboration avec plusieurs personnes dans la province, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le présenter, mais les traitements vont devoir se faire ici parce qu'on est le seul centre qui faisons ce type de technique-là. Mais on est en collaboration avec des gens de Notre-Dame. C'est une grande première parce qu'ils n'ont jamais vraiment voulu collaborer avec nous, mais là, pour cette étude-là, ils vont collaborer.
Puis ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de donner du T-modal, hein, vous vous rappelez, je vous ai parlé du STURP tantôt, qui est la combinaison radiothérapie T-modal. Au lieu de donner du T-modal, donc pendant la radiothérapie, vous voyez ici RORX, c'est l'acronyme de la radiothérapie, bien, nous, on va faire notre traitement d'ouverture de barrière avec nos liposomes et ces drogues-là qu'on appelle des platinums, qui sont un agent de chimiothérapie qui fonctionne très très bien. Puis on va remplacer le T-modal par ce traitement-là. Pardon. Donc ça, comme je vous dis, c'est une grosse étude qu'on va déployer en 2014. Ça, c'est comment contourner la cible. Comment se rendre à la cible, comment contourner la barrière. On a parlé d'ouverture de barrière, puis on a parlé de liposome. Là, maintenant, les cibles. Parce que si on va être vraiment innovant, bon, ça c'est une autre vidéo qui ne marche pas. Si on va être vraiment innovant, il faut trouver des nouvelles cibles. Un des problèmes qu'on a dans le traitement des tumeurs cérébrales, c'est qu'on se rend compte que la chimiothérapie standard, ça a des limites. OK? Pardon. Ceux d'entre vous, les patients qui avaient eu de la chimio ou qui êtes sous chimio, il y en a d'entre vous qui avaient vécu la toxicité de la chimiothérapie dans un premier temps, parce que la chimiothérapie, malheureusement, ça s'attaque aux cellules qui se divisent rapidement dans le corps. Donc, d'abord et avant tout, les cellules de la tumeur, mais aussi il y a d'autres cellules dans le corps qui se divisent rapidement pour faire leur job. Ces cellules-là peuvent être affectées par la chimiothérapie. Ça, c'est le premier problème de la chimiothérapie. Puis le deuxième problème, le problème fondamental pour les tumeurs cérébrales, c'est que les tumeurs cérébrales, à un moment donné, développent une résistance à la chimiothérapie. C'est-à-dire que chaque cellule tumorale, à un moment donné, a le risque de développer des gènes de résistance, puis à un moment donné, on donne le traitement de chimiothérapie, puis il n'y a plus de réponse. Je vais vous servir l'analogie, pour ceux de mes patients qui venaient en clinique, vous l'avez peut-être déjà entendu. Je vais vous servir mon analogie classique pour bien comprendre ce phénomène-là. La manière que ça marche, en fait, dans une population tumorale, comme vous voyez là, là-dedans, il y a à peu près 10 millions de cellules. Bien, statistiquement, il y a à peu près 98% de chances qu'il y ait au moins une cellule dans cette tumeur-là qui ait déjà le gène de la résistance contre un agent de chimiothérapie X. Demain matin, je sors sur mon patio, j'ai 100 perce-oreilles. C'est vrai, cette année, on n'en voit pas de perce-oreilles, c'est bizarre. Fait que je charge, j'ai 100 perce-oreilles sur mon patio, puis là, j'ai un stuff pour tuer les perce-oreilles. Je vaporise mon stuff, puis je tue toutes les perce-oreilles, toutes sauf un. Il y en a un qui n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que lui, il a le gène de la résistance contre mon stuff. Et ça fait une belle job parce que 99 perce-oreilles sont morts. Le problème, c'est que celui-là, il va se diviser. Hein? Il va diviser, puis ce faisant, il va retransmettre son gène de la résistance à toutes les autres perce-oreilles. Puis moi, quand je ressors 2 semaines après, il y a encore 100 perce-oreilles sur mon patio. Je ressors mon stock, je vaporise, mais là, ça marche. C'est le même phénomène dans une tumeur cérébrale. Okay? Imaginez-vous 10 millions de cellules. Statistiquement, les chances qu'une tumeur cérébrale ait un gène de résistance contre un agent de chimiothérapie donné, ces statistiques-là sont très, très fortes. Tant et si bien, quand on commence à donner nos agents de chimiothérapie, souvent, on a des très belles réponses. On voit la tumeur diminuer, 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 diminuer. À un moment donné, il reste juste un petit point où il ne reste plus rien visible à la résonance magnétique, sauf qu'il reste des cellules tumorales au niveau du cerveau. Et il y a des fortes chances que ces cellules-là qui sont restantes, soit des cellules qui sont résistantes contre la chimio. Là, lentement, ils vont se mettre à se reproduire, la tumeur va regrosser, puis là, ça ne répond plus. Au T-modal, entre autres, ou à n'importe quel autre agent de chimiothérapie. Donc ça, c'est le problème qu'on a avec les cellules tumorales. Ça prend combien de temps d'habitude, en général, que ça vienne? La résistance, c'est variable selon le type de tumeur, selon le grade de la tumeur, puis même dans un même type, c'est bien variable d'un patient à l'autre. Moi, je donne tout le temps le même exemple, encore une fois, puis c'est des exemples qui sont vrais. J'ai commencé à travailler en 2000. Mon premier patient que j'ai traité pour un glioblastome multiforme, qui est la tumeur la plus agressive de toutes les tumeurs cérébrales, 14 ans après, il est encore là. Il a répondu, j'ai fait des ouvertures de barrière, réponse complète. Et à l'opposé de ça, en 2006 ou 2005, je ne me souviens plus trop, à l'hiver 2006-2005, j'ai rentré un jeune patient de 25 ou 26 ans que j'ai opéré pour un glioblastome. On le prévoyait pour l'envoyer en radiothérapie. Puis, en 2 semaines, la tumeur n'avait pas juste repoussé. Elle est revenue quasiment plus grosse qu'elle était en opération. J'ai été obligé de le réopérer, l'envoyer en radiothérapie d'urgence. Puis, il n'a même pas fini sa radiothérapie, ce pauvre patient. Sa tumeur est revenue, puis il est décédé. Donc, ça, c'est mes 2 accidents. Très virulent. Puis, voyez-vous, les 2 tumeurs s'appelaient la même chose. Les 2 tumeurs s'appelaient des glioblastomes. Ça fait que, tu sais, nous, on est en ce moment très mauvais pour faire des prédictions,
Pourquoi? Parce que le glioblastome multiforme, ce n'est pas une maladie, c'est une classe de maladies. Là, lentement, on est en train de réussir, en fait, on est en train de comprendre qu'il y a une classification moléculaire de ces tumeurs-là. Je vous dirais, dans 5, dans 10 ans, on va être là, mais on n'y est pas encore. C'est bien variable. C'est variable, mais je vais passer ça. Je vais passer ça. C'est variable, mais une manière de contourner ça, c'est justement de travailler avec la chimiothérapie. Là, je suis en train de vous dire qu'il faut bannir la chimio. Vous savez, nous en prescrivons toutes les semaines. Il ne faut pas bannir la chimio. Il faut comprendre qu'il y a d'autres choses qui servent. Ça passe par le fait que quand on opère un patient avec une tumeur cérébrale, il faut faire de la recherche fondamentale. Nous, à chaque patient qu'on opère, ou presque, on fait signer un consentement maintenant. On prélève un échantillon et on met ça dans une banque de tumeurs. Okay, ça existe depuis à peu près 4 ans. Ça fait 3 ans, cette banque de tumeurs-là. On a la seule banque de tumeurs accréditée au Québec pour les tumeurs cérébrales primaires. Puis là, on prend ces échantillons-là après, on fait des analyses dessus. Ces analyses-là nous ont permis de mettre en évidence, bon, on étudie les cellules, on peut les étudier soit en les implantant dans un gel qui simule la matrice cérébrale, puis on les laisse pousser sur 72 heures, comme vous voyez ici, ou on peut les étudier individuellement dans des pétris ou en groupe dans des pétris, comme vous voyez ici. Ces études-là nous ont permis, là je vais parler de ce qui se fait ailleurs, puis après ça je vais vous parler de ce que nous on fait dans le lab. Donc ces études-là nous ont permis à tout le monde de découvrir que les cancers cérébraux, ils répondaient à différentes voies, là je vais utiliser un terme scientifique, voies de signalisation. Ça ne veut rien dire, OK? La voie de signalisation, tout ce que ça veut dire, c'est qu'à la surface des cellules tumorales, il y a des récepteurs. Et si on est capable de trouver certains de ces récepteurs-là qui sont communs, on va pouvoir les cibler et tuer juste et seulement les cellules tumorales. Ça, c'est tous les récepteurs qui sont à l'étude en ce moment dans le monde. Okay? Vous voyez ici, entre autres, le fameux bevacizumab. Où est-ce qu'il est marqué bevacizumab? Ici. Bon, bevacizumab, là, c'est l'Avastin que je vous mentionnais tantôt. Ils ont tous des noms bizarres, ces médicaments-là. Hein? Cefgitinib, erlotinib, latatinib, c'est tous des noms bizarres, mais ils ont tous une chose en commun. Ce n'est pas des médicaments de chimiothérapie à proprement parler. Eux autres, ils ne vont pas tuer toutes les cellules qui se divisent rapidement. Non, ils vont tuer les cellules qui expriment un certain récepteur. Okay? Les cellules tumorales vont avoir comme propriété d'exprimer certains de ces récepteurs-là. Donc ça, vous allez entendre parler de ça, on appelle ça les nouvelles thérapies moléculaires. Okay? Ou les inhibiteurs des tyrosine kinases. Si jamais vous entendrez ce terme-là, là, ça réfère à toutes ces petites molécules-là qui ciblent spécifiquement certaines cascades signalétiques. Nous, à Sherbrooke, parce que tous les laboratoires dans le monde, on travaille sur différentes de ces molécules-là, puis à un moment donné, il y en a tout plein qui sont en essai clinique, avec succès, des fois avec insuccès. Puis à un moment donné, on va finir par trouver la combinaison gagnante. Nous, la molécule qui nous intéresse, hein, en faisant toutes ces études-là qu'on a faites sur les échantillons tumorales qu'on a prélevés auprès de nos patients, c'est une molécule qui s'appelle le TGF-bêta 2. Okay? Le nom de la molécule, c'est Transforming Growth Factor Beta. C'est pas tellement important son nom. C'est juste qu'on a trouvé que cette molécule-là était vraiment intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Mais parce que dans les échantillons qu'on a évalués, premièrement, elle est très, très surexprimée dans les échantillons de tumeurs. Alors ça, c'est des graphiques scientifiques. Je vais passer ça. Un petit peu complexe. Mais je vais vous montrer ça. Ça, c'est important. On a trouvé que cette protéine-là, les patients qui avaient des tumeurs gliales primaires, l'exprimaient beaucoup. Les cellules l'exprimaient beaucoup. On a trouvé que cette protéine-là était importante dans la croissance des cellules tumorales, dans la migration des cellules tumorales, dans la suppression du système immunitaire. Parce que tous les patients qui ont des cancers cérébraux, ils ont une suppression de leur système immunitaire. Alors, en inhibant cette protéine-là, regardez ce qui se passe. Vous voyez en jaune les groupes contrôle, juste pour vous expliquer, là. On part d'en haut ici, vous avez un échantillon, puis à toutes les 12 heures, on prend une photo du même échantillon. Vous le voyez grossir. Okay? Donc ça, c'est 3 échantillons différents.
Ça, c'est 3 échantillons différents. Ça, c'est 3 échantillons différents. En jaune, vous voyez les groupes contrôle. Ça, c'est les échantillons qu'on laisse grossir sans les achaler. On ne leur donne aucun traitement. En vert, on donne un inhibiteur pour enrayer cette fameuse protéine-là du TGF-bêta. Puis en bleu, on en donne encore plus. Et ce que vous voyez, c'est que quand on inhibe cette protéine-là, le tumeur arrête de grossir. Okay? On n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Il y a des groupes en Allemagne et en Suisse qui travaillent sur cette protéine-là. Ils ont des résultats similaires aux nôtres. Donc nous, on s'est dit, eh boy, ça allait peut-être sur notre site de rêve. Parce que quand on regarde autour, on a l'impression que si on supprime cette protéine-là, on ne va pas produire aucune toxicité. C'est que le fameux TGF-bêta, comme je vous disais, il est vraiment important. Encore là, il y a des termes scientifiques, mais il faut juste comprendre qu'il est impliqué dans à peu près toutes les facettes de l'implantation, de la croissance, de la migration, puis même du développement des vaisseaux sanguins, des tumeurs cérébrales. Imaginez-vous, si on est capable de supprimer cette protéine-là, on devrait affecter tous ces aspects. Puis ça, sans toxicité. Je vous dirais pas, je vais passer ça. Ça, c'est la manière avec laquelle on les inhibe, ces protéines-là. C'est peut-être pas important, mais il faut juste comprendre que ça marche vraiment bien. Ça, c'est l'expression du TGF-bêta dans une cellule, normale, non traitée, puis ça, c'est quand on décide de les inhiber. Vous voyez, on est capable de baisser le niveau de la protéine de manière très, très marquée. Encore une fois, juste pour vous montrer l'expression du TGF-bêta qui augmente 24, 48 heures, 72 heures, 96 heures dans les cellules tumorales, puis quand on inhibe la protéine, ben, ça arrête. C'est ça. Donc, ce qu'on est en train de faire dans le laboratoire, c'est prendre cette protéine-là. Là, comment on va faire pour s'organiser pour qu'elle se rende au niveau de la cellule tumorale? Avez-vous une idée? On va mettre la protéine dans nos liposomes. Puis en plus de ça, si on va être encore plus qu'est-ce qu'on va faire? On économise. Non, mais on va ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Fait que là, on va mettre un cathéter, on va ouvrir la barrière, on va donner notre liposome avec l'inhibiteur de la protéine. C'est ça notre plan de match à long terme. À long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a la technologie pour faire les ouvertures de barrière, on a la technologie pour faire les liposomes, on a les séquences pour inhiber la protéine. Il nous reste juste à mettre tout ça ensemble. C'est là qu'on est rendu. Okay? On amorce le dernier droit. Si ça marche bien, on va avoir des résultats dans les modèles animaux dans 2 ans. Okay, juste pour vous donner une idée. Tout ça, c'est... Pardon? Ah oui, absolument. On ne s'en sort pas. J'ai besoin d'une opération parce que, premièrement, j'ai besoin d'aller chercher un échantillon de la tumeur. J'ai besoin de doser pour être sûr que la protéine est surexprimée. C'est surexprimé dans à peu près 80% des échantillons. Ça veut dire que ce traitement-là serait valable pour 4 patients sur 5. Encore une fois, malheureusement, probablement pas pour tous les patients, mais pour la majorité. Je vais finir là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous donnez 2 ans avant d'arriver? Bien, demain matin, là, moi j'appelle les gens et je dis j'ai un nouveau traitement que je veux utiliser en clinique. Les gens vont dire OK, montre-nous tes données précliniques. Moi j'ai des données dans des pétris avec des cellules, ça j'en ai en masse. Après ça, ils vont dire montre-nous tes données dans un modèle animal. C'est ça que je n'ai pas encore. C'est ça qui me reste à fournir. J'en ai pour différents médicaments, mais pour les inhibiteurs contre cette protéine-là, j'en ai pas. Donc c'est là que je suis rendu. Ça va prendre, honnêtement, ça va prendre quasi 2 ans, là. Ça a l'air long, là, mais 2 ans, c'est avec quelqu'un qui travaille à temps plein là-dessus. On a été beaucoup coupés. En fait, en ce moment, tout le monde a survécu. Puis moi, je me plains de ça, mais je ne suis pas le seul. En recherche, c'est extrêmement difficile. Le palier fédéral a coupé. Je peux vous dire que je ne porte pas bien Stephen Harper dans mon cœur. Le palier provincial a coupé aussi. Ça fait que puis là, vous avez entendu, partout dans la province, il va y avoir des coupes encore. L'hôpital doit retrancher 10 millions de son budget. Puis en recherche, puis en enseignement, ça va être la même affaire.
Fait que il y a beaucoup, vous allez entendre ça, il va y avoir des vagues de fermeture de laboratoire, c'est inévitable. C'est inévitable. Il faut qu'on se rabatte sur du financement privé. Fait que là, c'est après ça qu'on on court après un généreux donateur. Oui. Est-ce que ça, c'est pour une bioplateforme ou tout type de... C'est pour, d'abord et avant tout, les glioblastomes, mais pour tout type de gliome. Pour les autres tumeurs, pour les autres sortes de tumeurs, il y a d'autres choses qui sont en lien, mais moi, j'adresse juste les tumeurs cérébrales primaires là-dedans, donc les gliomes. OK? Je vais juste finir. OK? Dernière affaire que je veux vous montrer. Je sais que tout le monde, on a une petite réticence aux études animales. Hein? Oui. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais il faut juste comprendre, juste faire comprendre qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas travailler autrement. Voyez-vous, ça, c'est le développement d'un modèle de tumeur. Ça, c'est le modèle que nous, on a inventé à Sherbrooke, qu'on a publié. Vous voyez le rapport dans la revue médicale ici. OK, regardez, j'ai fait ça avec le Dr Mathieu, Dr Lecomte, Dr. Bon, puis ça, c'est notre modèle. OK? Puis on travaille avec, pourquoi? Parce qu'il est très reproductible, il est prévisible. Je peux vous dire, là, dès qu'on implante une tumeur, on sait d'avance que notre animal, là, 24 jours après l'implantation, il ne va pas bien. D'un animal à l'autre, c'est prévisible. Donc, quand un animal survit à 45 jours, 50 jours, on dit, oh, il y a quelque chose qui marche bien. Là. Donc, c'est un modèle qui est très prévisible. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est obligatoire. Je veux juste vous montrer, regardez, savez-vous ce que c'est que cet appareil-là? Imaginez-vous, c'est une résonance magnétique pour petits animaux. On est équipé pour faire des résonances magnétiques à nos animaux. J'espère que vous mettez des bouchons et Ils sont sous anesthésie, donc on n'a pas le choix. Tantôt, on voyait la coupe de Charbot, là. On a fait la même. Est-ce que vous savez la différence en pourcentage entre le code génétique d'un rat et le code génétique d'un homme? Pas loin de ça. 5%. Ouais. Il n'y a pas plus de différence entre le code génétique d'un rat et le code génétique d'un homme. C'est quelque chose, non? 2% entre un grand singe et un être humain. 2% de différence en termes des protéines. Donc, c'est ça. Juste pour vous montrer, un glioblastome agressif, de quoi ça peut avoir l'air chez un patient, et dans notre modèle animal. Donc, c'est la même chose. C'est un modèle qui reproduit bien ça. Puis, tous ces études-là, où on va créer un modèle animal, on va travailler chez l'animal en utilisant des nouvelles molécules, on appelle ça de la recherche translationnelle. La recherche translationnelle, c'est super important. C'est ça qu'on a un petit peu de misère à faire financer, mais là, les gouvernements commencent à dire, peut-être qu'il faudrait mettre plus d'argent là-dedans que dans de la recherche beaucoup plus fondamentale, parce que ça a des retombées immédiatement. Fait que moi, je vais arrêter ici, pour cette session-ci. Je m'excuse, d'habitude, j'ai un meilleur, c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute, j'aurais donné mon ordi. C'est de ma faute à moi, mon support visuel, d'habitude, il fonctionne beaucoup mieux que ça. J'ai testé ma clé USB, puis ça fonctionnait, mais là, sur cet ordi-là, ça ne marche pas, les vidéos sont pas installées. C'est de ma faute. Désolé. Question? Je vous promets que la prochaine fois, ça va marcher comme ça. Okay, est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui. Astrocytome. Le xanthoastro, c'est un astrocytome un peu particulier. C'est ça, c'est un astrocytome un peu particulier qui a un meilleur pronostic que le glioblastome habituel. C'est un astrocytome. Il fait partie de cette famille-là. Et les gliomes, okay, c'est la grande famille de toutes ces tumeurs. Il y a des grades 1, des grades 2, des grades 3, des grades 4. Ça va d'un extrême à l'autre. Un grade 1, ça se guérit par la chirurgie. On l'opère, on l'enlève, puis c'est guéri. Puis le grade 4, évidemment, c'est des tumeurs qui sont trop infiltratives et qui se guérissent par la chirurgie. Oui? Et éventuellement, ceux qui sont maintenant grade 1, ils ne font pas tout. Oui. Il va y avoir quelque chose. Il y a déjà quelque chose. En fait, les grades 1 inopérables, c'est des tumeurs qui peuvent répondre à la radiothérapie, à la radiochirurgie, puis au carboplatin, au sel de platine. Ils peuvent répondre rapidement. Tout à fait.
Ça peut toujours arriver, mais si on a un bon traitement, une bonne réponse, c'est rare. Moi, mon meilleur joueur avec un grade 1 inopérable, c'est un jeune que j'ai traité là, en 2003 ou 2002. Puis, on se fait passer 10 ans, là, quand c'est pas revenu, on dit que c'est guéri. Fait que quand on a 10 ans, en fait, même pour un grade 1, non, je pense que passé 10 ans, on peut considérer qu'il est guéri. Pour un grade 1, 2, ça, ou juste pour un 1? Pour un grade 1. Un grade 2, c'est différent. Un grade 2, en fait, de tous les grades, on envoie des guérisons. Tu sais, quand on vous dit tout le monde, c'est incurable cette maladie-là. Il faut faire attention. Là. Même avec des grades 4 agressifs, il y a comme un 5% de patients qui, à 10 ans, ils vont bien, puis ils n'ont aucun signe de récidive. Donc, il y a un pourcentage de guérison. Puis évidemment, plus le grade est bas, plus ce pourcentage-là est important. Moi, je dis qu'il ne faut pas avoir confiance à nos chirurgiens. Parce que moi, quand j'ai opéré, même si tu me dire, il n'y avait pas grand. Je ne savais même pas que je suis sortie à l'opération. Ça va faire brûler. Je suis en pleine forme, puis j'ai commencé à faire des activités. C'est ça. C'est comme on arrêtait de rencontre, on a commencé à se fumer. Oui, c'est ça, dans ce temps-là. Mais il ne faut pas perdre espoir, puis c'est surtout que c'est des maladies qui, avec les nouveaux traitements, là, radio-chimio combinés, c'est souvent des maladies qui sont. Moi, je vois beaucoup de patients après ce traitement-là qui ont de la difficulté pendant plusieurs mois, jusqu'à 1 an. Puis à un moment donné, le ciel s'éclaircit, puis là, ça se tasse. C'est des traitements qui sont difficiles. C'est très difficile, puis c'est parce que moi, ce que je trouve difficile, c'est pas le traitement lui-même, c'est de rester inactif. Ouais. Parce que j'étais super inactif. Il y a des conditionnements avec le décadron aussi. Hein. Parlez-moi plus de cadence, si vous êtes mon Je suis pas d'accord, moi aussi, je vais que ça, le décadron. Parlez à ma fille, parce que vous dites. Même avec le temps, le décadron, moi, ça fait 1 an, 2 ans, ça fait 1 an que j'ai opéré pour une tumeur maligne de Puis, j'ai eu du décadron, là, il faut l'envoyer depuis est-ce parce que est-ce que c'est normal d'avoir toujours la tête en spectacle, puis tu voudrais. En décadron, ça déconditionne beaucoup. Mais en fait, encore là, c'est particulier parce que des patients qui prennent du décadron à très haute dose qui tolèrent bien. Moi, j'ai des patients qui prennent 0,5 de décadron qui ont des effets secondaires épouvantables. C'est super variable d'un patient à l'autre. Mais oui, c'est normal que vous sentiez le même. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Savez-vous quoi? Il n'y a aucun autre médicament à l'heure actuelle qui permet de remplacer l'effet du décadron. C'est niaiseux de même. La personne qui va inventer un médicament qui fait un job du décadron sans les effets secondaires, on va lui donner le prix Nobel. Ça n'a pas de base, je pense que c'est le médicament que j'ai eu. Ouais. C'est pas une grosse dose. C'est vraiment un couteau à 2 tranchants, le décadron. Parce que moi, il me donnait ça pour prénom. Ça ne va pas aider. Ça m'a été une manière, mais. Ouais. Avez-vous des indices pourquoi ça arrive, ça n'arrive de même? Bonne question. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, on mesure une augmentation dans l'incidence d'à peu près 1% par année. Donc, il y a quelque chose dans notre environnement, soit la bouffe, soit ce qu'on boit, soit les ondes qui circulent autour de nous. Vous savez qu'on parle beaucoup du téléphone cellulaire. Les études ne sont pas claires encore, mais il semble y avoir une certaine association pour les gens qui l'utilisent de manière extrême. L'extrême, c'est plus de 200 heures par semaine, c'est très rare. Hein. Mais la vraie réponse à votre question, c'est non. On le sait pas. On le sait pas. Ouais. Quand tu parles de décadron, tu parles de la cortisone. Ouais. Je ne suis pas sûr. Ouais. Le décadron, c'est une forme de cortisone qui est parmi les plus concentrées. Oui, c'est normal. Ils ont tous des noms bizarres, pas du mal. Ouais. Non, en fait, un nombre maximal de chirurgie va dépendre du patron de récidive de la tumeur et évidemment de la condition de la qualité de vie du patient. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est opéré une première fois, une tumeur frontale droite. Dans un deuxième temps, la tumeur, elle descend en profondeur, puis elle se ramasse au niveau du thalamus, puis là, le patient développe une paralysie complète. Ben là, c'est sûr que dans ce contexte-là, on va tout le monde être moins chaud à envisager une réopération parce qu'on a un déficit sévère qui compromet la qualité de vie du patient. Moi, je suis déjà allé jusqu'à 6 opérations. Mais Pour le même sur patient. le même Sur le même patient. patient. J'en ai tiré. J'ai une patiente là, que je vais réopérer bientôt. Ça va être sa 4e depuis 2000.
Ça dépend des patients, ça dépend des patrons de récidive. Puis opérez-vous encore l'inconsciente? Mettons, oui. Si c'est indiqué, on les réveille pendant l'opération. Pour voir si ça a un impact entre les morceaux. Ouais. Quand c'est indiqué, on le fait. Enlever la tumeur. On l'a compris. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans les formes de radiothérapie, il y a eu 30 séances de radiothérapie pour notre tumeur cérébrale. Combien d'impressions qu'on reste, ça s'appelle ça à son nom, je suis prostré, puis s'il veut un petit problème, Tellement là, je fais 1 heure pour essayer de réparer une petite niaiserie. Dans 5 minutes, je vais la régler. Savez-vous quoi? Moi, Là, je fais 1 heure, je ne vais rien régler encore, puis je ne vois rien. Ouais, moi, je ne vais pas répondre à votre question pour la simple et bonne raison que je ne veux pas votre dossier sous les yeux. Puis, je ne suis pas capable de départager qu'est-ce qui est la tumeur, qu'est-ce qui est l'opération, qu'est-ce qui est la radiothérapie, qu'est-ce qui est le décadron. Chaque cas individuel. Absolument. Il y a des patients qui vont super bien, il y en a d'autres qui restent lourdement affectés après ces traitements-là. On n'est pas fou, hein? On sait très bien que ces traitements-là, radio-chimio combinés, c'est lourd, c'est difficile. On le voit là. Puis moi, je vais vous dire, je ne suis pas un amateur de ça. Je n'ai pas le choix. Je suis tenu par le traitement dit standard. Moi, personnellement, je pense que l'avenir n'est pas là. T'sais, moi, j'ai beaucoup plus d'intérêt. Ma job à moi, là, ma deuxième vie, ma vraie vie, là, elle commence à la récidive. Parce que là, je peux utiliser ces affaires-là. Nos succès à long terme, c'est là qu'on les a. Mais demain matin. On démarre. Toi, Philippe, tu as été traité avec des ouvertures de barrière. Sans rentrer dans les détails, parce que ta maladie, le traitement standard, ce n'était pas de la radiothérapie. Et moi, mes patients qui sont des gens qui ont eu des réponses à long terme, c'est des gens qui ont eu ces traitements-là. Surtout les gens que je traitais en première ligne avant 2005, avant que la fameuse étude STUP, la combinaison entre radio et modèles, soit publiée. C'est pour ça qu'on a une nouvelle étude, comme je vous disais, qui va partir en 2014, où on va recommencer en première ligne à traiter nos patients comme ça. Le patient est obligé d'accepter le standard. Probablement pas, mais moi, je n'aurais pas le droit de proposer des ouvertures de barrière. Je me ferais rentrer dedans. Si je fais ça, il y a quelqu'un au Québec qui va trouver le moyen de me poursuivre. Pourquoi tu sais avec caché? C'est dans le lien exclusive, c'est une Oui, mais voyez-vous, on va le faire, là, on va recommencer à le faire, mais dans le contexte d'une étude qui est montée et qui est acceptée par les comités d'éthique. On va recommencer à le faire. Mais demain matin, je ne pourrais pas proposer ça à n'importe qui. Parce que moi, j'ai eu la radio que le modèle. J'ai fait la chimie par peu. Puis ça a fonctionné, c'est pas. J'en revenais pas. Ça fonctionne très bien pour certains patients. Un peu secondaire. C'est ça. Un petit peu local. Mais vous êtes pour l'ouverture de barrière avec Pardon? Vous êtes pour l'opération avec Oui. l'ouverture de barrière. Oui. C'est sûr que j'aimerais ça rendre le traitement plus simple, moins lourd pour les patients, mais pour l'instant, c'est ça qui nous donne les meilleurs résultats. À date, dans tout ce que j'ai vu et essayé, c'est ça qui donne les meilleurs résultats. Voyez-vous, c'était le congrès de neuro-oncologie canadien là, à Halifax il y a 2 semaines, puis nous, on présentait nos résultats là-bas, puis les gens n'y reviennent pas. Tu sais. Nous, on leur dit, ben, c'est pas sorcier, faites la même chose. Oui. C'est ça, vous demandez après le gouvernement, ils vous disent le OK? Oui, ben, c'est les comités d'éthique pour les études cliniques. Non, Stephen Harper, il n'était pas à Halifax. Stephen Harper, il ne croit pas à la science. Comme tu vas faire. Il y a juste Sidulé qui s'en va. Ouais. C'est normal qu'on se fait après les vies, avoir des grandes fêtes, c'est Ben, ça, c'est probablement les effets secondaires du décadron que vous décrivez. Parce que le décadron, ça fait fondre les muscles autour des cuisses, entre autres. Mais il y a aussi, tu sais, comme vous disiez, potentiellement le phénomène du fait que les traitements sont durs pour certains patients. Il y en a qui ont de la misère à remonter de ça aussi. Là. Moi, j'en ai des patients, j'en ai vu un monsieur, là, c'est super triste. Là. J'ai vu un monsieur là, qui a une super belle réponse au traitement de STUP, radio-chimio, comme vous. Sauf que lui, là, le traitement, il a tellement rentré dedans qu'il est complètement déconditionné, il est plus dans une chaise roulante.
Quand on regarde son image, on dit bon, c'est bien plus beau que c'était avant les traitements. Donc, le traitement était trop dur pour lui. Ça, c'est la composante qu'on n'est pas capable d'évaluer comme du monde. Comprenez-vous, un jour, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle la médecine personnalisée. On soit capable de dire, vous avez besoin de tel médicament, vous de tel médicament, vous de tel traitement. On n'est pas rendu là. C'est vers ça qu'on travaille en ayant une meilleure classification des tumeurs, mais on n'est pas rendu encore. Et moi, quelqu'un, je chutais beaucoup d'idées, vous qui étiez en minute, pour me faire ce Mathieu? Parce que, je vais dire franchement, une chasse de décalé, l'autre, ça fait des bouts de vu. Bon, écoutez, on fait notre possible. C'est ce que quand comme je disais cette semaine, quand je l'ai vu la semaine passée, je dis que quand on a quelqu'un derrière nous autres qui nous aide, ça, c'est réellement formidable. Le gros travail, c'est vous autres, les patients, puis les familles. Oui, c'est sûr. Mais savoir qu'en un peu fier vous autres, c'est quelque chose. Je comprends bien, le cathéter, à l'heure, c'est un expérimenté, mais c'est pas sur les pathologies. C'est pas, vous n'avez pas de brevet encore pour le faire. Il n'y aura jamais de brevet là-dessus. Moi, je ne travaille pas pour faire des inventions. Ce qui va arriver un jour, si on réussit, c'est que c'est un traitement qui va lentement se répandre, puis il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre à l'utiliser. Mais là, est-ce que vous faites comme c'est là? Oui, absolument. À toutes les semaines, j'en fais. Je fais plus de patients par semaine. Oui. Il y a pour l'instant à Québec qui va commencer à en faire. Il y a une résidente qui s'est entraînée avec nous, qui est à Québec, puis comme neurochirurgienne, qui a fait aussi son entraînement en oncologie, qui est en train d'essayer de mettre ça sur pied. Mais ça, je l'ai pensé, quand ça, est-ce qu'il faut qu'il reste à l'hôpital? Oui, 3 jours à l'hôpital. C'est bien, 3 jours pour C'est ça. 3 jours pour Bon, moi, je vais vous laisser aller. Donc, on va faire un super merci, médical. Dr. Fortin. Merci beaucoup.